Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne chaque jour à 13 h dans la gestion de vos finances personnelles sur Bismart. Au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec un point sur les actualités dans le monde de l'art. Un point qui vous sera proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et nous recevrons ensuite Louis de Bézère, président de Fine Art Paris, avec qui nous aborderons les grands enjeux liés à l'édition de cette année, mais aussi à la période des Beaux-Arts de manière plus générale. Et puis dans Enjeux Patrimoine, nous changerons radicalement de sujet et nous nous intéresserons au projet de loi de finances pour 2022. Nous essayerons de décrypter les grands changements à venir ou en tout cas envisagés pour les épargnants. Une revue que nous ferons avec Vital Saint-Marc, associé chez RSM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Patrimoine thématique en partenariat avec l'Anacofi. Et un patrimoine thématique consacré donc comme tous les vendredis au monde de l'art. Nous mettons l'art à la une avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde de l'art, Sybille ? Alors Nicolas, si vous rêviez d'acquérir un jour la Joconde, aussi, si vous avez quelques sous de côté, c'est le moment de vous manifester. Il y a une vente arcuriale ce 9 novembre. Ils vendent une Joconde très proche de l'original. Elle a été peinte dans les années 1600, attribuée à l'école de Fontainebleau. Elle a été retrouvée lors d'un inventaire familial et elle est en vente dans le cadre de la vente maître ancien et du 19e siècle. Elle est estimée entre 150 000 et 200 000 euros. Alors elle est partie à Vienne, à Bruxelles, elle est aujourd'hui à Paris et elle a été peinte en 1600. Donc on voit qu'il y a eu très vite une fascination rapide pour Léonard de Vinci et ses œuvres. Bon, 150 000, 200 000 euros, ça reste une somme, mais c'est quand même pas grand-chose par rapport à la valeur inestimable de l'original. Il y a beaucoup de reproductions de la Joconde, Sybille ? Il y en a eu plusieurs, tant le tableau est admiré au fur et à mesure des siècles. Alors cette Joconde est très fidèle à l'original en tous ses motifs. La manière de peindre de Léonard de Vinci est particulièrement bien exécutée. C'est une huile sur panneau de chêne peinte et sûrement qui a été réalisée en face de la vraie Joconde et donc dans son environnement d'époque. On peut voir en fait les véritables couleurs de la Joconde sans l'aspect jauni dû à son vernis qu'on peut voir aujourd'hui au Louvre. La touche est légèrement moins fine, les manches et le paysage sont un peu plus graphiques et ce qui est intéressant c'est qu'en juin dernier déjà une Mona Lisa qui appartenait à Raymond Ecking, une réplique du XVIIe siècle et qui a été assez connue parce qu'elle a été défendue par son propriétaire comme étant la vraie Joconde dans les années 60. En fait, elle a été vendue déjà à 2,9 millions d'euros chez Christie's, alors que son estimation de départ était entre 200 et 300 000 euros. Oui, d'accord. Donc, il faut faire attention entre l'estimation et le prix de vente. Donc, du coup, si j'avais envie d'acheter une Joconde, il va falloir mettre un petit peu plus. On change radicalement de sujet. Il y a eu un décès cette semaine dans le monde contemporain, de l'art contemporain. Sybille. Voilà, je voulais vous parler du Brésilien Jader Esbel, qui est mort à 41 ans. Il a été retrouvé chez lui mardi dernier à Sao Paulo. Les causes de son décès ne sont pas officielles. Il est en fait une figure de l'art indigène contemporain. Son art porte sur des questions sociales, écologiques et sur les mouvements autochtones. Il est défenseur de ce qu'on appelle l'artivisme. Pour lui, l'art permet d'aider dans la lutte politique, pour les droits, pour les terres, pour la reconnaissance culturelle des autochtones. Il a été une figure phare de la Biennale de Sao Paulo qui a eu lieu. Son parcours est assez impressionnant. Il est issu du peuple Macuxi, qui est présent au nord du Brésil. Il est autodidacte. Il est géographe de formation. Pendant 2 décennies, il a été électricien. Il travaillait dans une entreprise publique. Et c'est seulement en 2016 qu'il se consacre totalement à son art. Et cette même année, il reçoit le prix Pipa, l'un des plus grands prix pour l'art contemporain au Brésil. Et 2 de ses œuvres ont rejoint les collections du Centre Georges Pompidou dernièrement. Et alors, on parlait déjà des restitutions la semaine dernière et l'actualité continue cette semaine sur le sujet. Voilà, c'est la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, qui propose un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels aux héritiers de victimes de persécutions antisémites. Cela concerne 14 œuvres d'art de collection publique. Elles ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou
acquises dans des conditions troubles durant l'occupation. Alors, il y a par exemple Rosier sous les arbres de Gustav Klimt, qui va être restitué à Nora Stiasny, qui est la nièce d'un grand collectionneur juif autrichien. Et cette œuvre appartenait jusqu'à présent aux collections du musée d'Orsay. Alors ça, c'est pour la France, mais les États-Unis également rendent pour 15 millions de dollars d'œuvres d'art volées. Voilà, ce sont les États-Unis qui rendent à l'Inde 250 œuvres d'art. Ce sont des œuvres antiques asiatique d'une valeur totale de 15 millions de dollars. Il y a notamment une statue de bronze du dieu hindou Shiva dans une pose de danse divine du XIIe siècle. Elle a une valeur de 4 millions de dollars. Elle a été acquise illégalement par le marchand d'art Subhash Kapoor qui a 72 ans. Il était marchand sur la Madison Avenue dans cette galerie qui s'appelle Art of the Past. Il est emprisonné en Inde depuis 2011. Il est poursuivi pour vol, contrebande et trafic de plus de 2500 antiquités sud-asiatiques. Il a volé ses œuvres dans des sanctuaires de villages où ses œuvres étaient vénérées pendant des siècles. Alors les autorités américaines cherchent aussi à extrader M. Kapoor car il est citoyen américain pour qu'il soit jugé sur le sol américain. C'est un des plus importants cas de trafic d'antiquités illicites aux États-Unis. Merci beaucoup Sybilla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art, je le rappelle, au sein de la rédaction de Bismart. On va maintenant parler des Beaux-Arts. Les Beaux-Arts, c'est une école à Paris, mais c'est également un courant artistique. On en parle avec Louis de Beyzer, président de Fine Art Paris. Bonjour Louis de Beyzer. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Fine Art Paris ouvre ses portes aujourd'hui, dans quelques heures. Peut-être un mot pour définir ce salon qui fête son 5e anniversaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est un salon donc, qui est assez jeune. 5 ans, c'est à l'échelle du marché de l'art et des artistes, c'est très très court. C'est un salon qui a pour but de défendre chaque marchand, sa vision, son goût, les objets qu'il a réussi à accumuler pendant une année, qu'il a regroupés et qu'il propose au public au cours du salon pendant une semaine. Alors les Beaux-Arts, on considère que c'est quoi exactement ? Alors les Beaux-Arts, traditionnellement, c'est le dessin, la peinture et la sculpture. Dans la version, on va dire, anglaise, Fine Arts, c'est une version qui est plus large, qui englobe aussi les arts décoratifs, souvent les antiquités, qui a eu en fait qui englobe beaucoup plus de spécialités que uniquement dessin, peinture, sculpture. Et alors juste pour comprendre, quand on appelle Beaux-Arts, donc c'est dessin, peinture, sculpture, c'est pas forcément lié à une époque spécifique ? Non. Non. Non, parce que aux Beaux-Arts de Paris, comme vous disiez à l'école, on enseigne aujourd'hui le dessin, comme on l'a enseigné à partir du moment où l'Académie a été créée au XVIIe siècle, le dessin. Donc ça perdure, c'est les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de disciplines, de variétés, on va dire, de supports qu'à l'époque où le terme Beaux-Arts a été créé. Évidemment, aujourd'hui, il y a plein de supports qui n'existaient pas à l'époque. Pourquoi est-ce que vous avez créé du coup Fine Arts alors que tout le monde sait qu'il y a aussi la Biennale qui a une institution quand même depuis une vingtaine d'années. Alors en fait, nous, on a un groupe de marchands. On avait créé il y a une trentaine d'années un salon qui s'appelle le Salon du Dessin, donc qui pour le coup est vraiment un salon d'ultra spécialisation, qui n'expose, où les marchands qui exposent n'exposent que des dessins. Et donc il y a des dessins du 16e jusqu'à des dessins contemporains, puisqu'il n'y a pas c'est un salon où il n'y a pas de temporalité. On expose mais il faut que les œuvres soient des œuvres originales sur papier. Voilà, il faut que ce soit des dessins. Et il y a eu ensuite un salon à Paris qui a été monté par d'autres marchands qui sont spécialisés dans le tableau, qui s'appelait Paris Tableau. Et le salon s'est arrêté, mais il y avait quand même un rendez-vous qui commençait à s'installer. Et donc on a monté avec ces marchands un salon qui est un peu plus large. C'est pour ça qu'au début, qui ne traitait que des beaux-arts, qui traitait de la peinture, de la sculpture et du dessin. Et puis petit à petit, le marché a commencé à s'intéresser aussi au salon. Le salon marchait bien de son côté. Et donc, on a fait venir petit à petit des marchands de spécialités assez proches. Ça pouvait être des sculptures antiques, ça pouvait être des enluminures, des livres. Et donc, qui se sont petit à petit agrégés autour des spécialités d'origine. Et qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a un salon Fine Arts Paris qui traite de beaucoup de spécialités, mais avec toujours
nous, quand on fait venir un marchand et qu'on le sélectionne pour qu'il expose au salon, il y a toujours une exigence de, à la fois qualité des œuvres qui vont être exposées, mais aussi de sélectionner un marchand qui arrive à montrer qu'il a un goût pour un certain domaine, un certain type d'objet. Une certaine spécialisation, presque. Voilà, ou, c'est des marchands qui peuvent être spécialisés. Certains, par exemple, dans l'école belge 1900, dans toute l'école symboliste, d'autres dans la sculpture médiévale. Voilà, c'est parce que ce qui est intéressant, ce que nous, on veut en tout cas proposer aux gens qui viennent visiter notre salon, qu'ils soient amateurs ou collectionneurs, c'est qu'à chaque fois qu'ils rentrent sur un stand, ils appréhendent d'abord visuellement, puis ensuite, en rentrant pièce par pièce, le monde du marchand qui propose ses œuvres. Chaque personne a en fait son propre goût, sa propre vision des choses. Et donc, c'est comme on rentre à chaque fois dans un univers différent. Et alors, un mot peut-être sur l'édition de cette année. Quelle va être est-ce qu'il y a un événement particulier, un thème particulier, des galeries qui seront particulièrement mises en avant ? Alors, les galeries sont toutes... il n'y en a pas une qui va être spécialement mise en avant parce qu'elles sont... on est tous des exposants... on est au même titre, endroit, bien sûr, au même titre, voilà, c'est le salon. Par contre, les marchands après mettent en avant certaines œuvres sur leur stand en fonction de leur scénographie ou de leur choix. Après, on organise aussi toujours, pendant que le salon a lieu, on organise une série d'événements pour essayer de faire venir à Paris des collectionneurs ou des conservateurs de musées étrangers. Cette année, par exemple, on organise 2 colloques, un autour de Watteau, dont c'est le tricentenaire du décès cette année. Donc un colloque sur Watteau et son influence dans l'art français du XVIIIe qui a lieu au Petit Palais, avec Lionel Sauvage, qui est un collectionneur amoureux de Watteau. Et un autre colloque sur la sculpture médiévale, justement, le lundi, toujours au Petit Palais. On organise aussi des visites privées dans les musées, auxquelles si certains de vos téléspectateurs veulent regarder, ils peuvent aller sur le site, ils voient il y a une visite qui les intéresse, ils peuvent s'inscrire et si elle est encore disponible, ils auront accès à une visite privée. Vous avez donc vous étiez au salon du dessin avant. Est-ce qu'il y a une recette de succès, parce que c'est quand même un salon vraiment qui a beaucoup de succès. Est-ce qu'il y a une recette que vous pouvez calquer sur Fine Arts qui... Oui, je pense qu'il y a une recette, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une volonté de bien faire. Et puis après, c'est aussi ce qui a très bien fonctionné avec le salon du dessin, qui a permis à un salon qui au début était parisien, puis français, européen et maintenant mondial, de progresser et de grandir. C'est le fait que ce soit organisé par des marchands, pour des marchands, avec une ambiance, même si ça peut sembler parfois un peu bizarre, mais il y a vraiment une certaine convivialité entre marchands, même si ils sont effectivement confrères, parfois concurrents, mais il y a quand même une vraie... Ils ne vendent pas la même chose, puisque c'est le principe de l'unicité de l'œuvre d'art, mais oui. Donc, chacun vend ses dessins qu'il a choisis. Bien sûr. Oui. Mais il y a une vraie ambiance de promotion du dessin qui avait lieu au salon du dessin. Je pense qu'on essaye de garder cette ambiance, Mais comment vous allez faire là, parce que vous parlez souvent d'intimité de votre salon. Comment vous allez faire pour garder ça si vous étendez là, vous avez de plus en plus de galeries, vous vous tournez vers d'autres secteurs d'art. Comment vous pouvez garder cette intimité? Alors c'est vrai qu'on s'agrandit, on s'étend à d'autres secteurs, donc on peut avoir peur de passer d'un côté un peu salon intimiste à un côté foire commerciale, très très grand salon. On a choisi depuis le début d'avoir une scénographie où les stands sont un peu fermés, donc les allées sont peut-être plus longues, mais à chaque fois que vous rentrez dans un stand, vous rentrez dans une ambiance. Oui. Et ça crée, ça participe un peu de ce côté intimiste qu'on veut garder pour le salon. C'est que chaque marchand, en fait, il dispose de son espace et il peut l'arranger comme il le veut. Et le fait d'avoir un espace un petit peu, pas confiné, mais un petit peu fermé, permet justement de favoriser ces espaces. Voilà, un peu, exactement, c'est un peu un esprit boudoir. Et concernant alors le marché des beaux-arts, est-ce que vous pouvez nous donner quelques tendances, quelques progressions depuis les dernières années? Alors, sur les dernières années, il faut voir qu'on est quand même plutôt sur un marché qui a été jusqu'en 2020 très très haussier. C'est un marché où il y a eu
Et puis, en fait, pendant ces 2 dernières années, même s'il a été compliqué, parce qu'en tant que marchand, on ne pouvait pas vraiment exposer, on ne pouvait pas faire de salon, on a quand même eu aussi un marché qui a bénéficié d'un certain afflux de liquidités, d'un point de vue purement financier. Hein. Sur les 2 dernières années ? Comme les liquidités arrivent, forcément le prix des actifs ne baisse pas et les œuvres d'art font partie quand même de certains types d'actifs. C'est un actif particulier, parce que c'est un actif... c'est un actif de goût, parfois de spécialité, c'est quelque chose de particulier. Mais le fait on va dire qu'il n'y ait pas de restriction dans les volumes financiers en cours, on fait que le marché a baissé, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer quand on sait que pendant 2 ans, on n'a quasiment pas pu exposer. Il y a des tendances qui ressortent, je ne sais pas, par exemple le dessin qui attirerait plus que la sculpture, ou une période qui marcherait plus qu'une autre, des modes qui ressortent peut-être. Il y a toujours des modes en fonction du goût d'une époque, des goûts d'une époque. Hein. En général, effectivement, les artistes qui marchent très bien à une époque reflètent plus ou moins l'esprit de cette bien époque. Sûr, ouais. Alors moi, mon domaine, c'est le dessin, ma spécialité. Dans le dessin, il y a quelque chose il y a un goût qui a changé. Si on prend les collectionneurs d'il y a 20-30 ans et les collectionneurs d'aujourd'hui, le goût a changé. On était avant beaucoup plus dans un goût un peu historien de l'art, où les collectionneurs recherchaient avant tout des œuvres qui étaient en relation direct avec soit une peinture, soit une sculpture, soit un décor, soit donc un dessin préparatoire. Un dessin préparatoire, mais qui pouvait être un croquis. Alors qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le dessin qui va avoir une accroche visuelle plus forte, donc avec plus de contraste, plus lisible et pas forcément préparatoire. Plus abouti peut-être dans plus abouti. Dans le dessin justement. Avant, les collectionneurs souvent conservaient leurs dessins dans des cartons, donc maintenant les collectionneurs mettent leurs dessins au mur. D'accord. Donc il y a aussi ça influence forcément les dessins qu'on va choisir, parce que c'est vrai que l'image forte aujourd'hui est largement privilégiée. Merci beaucoup Louis de Bézère, président de Fine Art Paris. Donc Fine Art Paris qui ouvre ses portes aujourd'hui et jusqu'à jusqu'au jeudi 11 novembre. Merci d'être venu en plateau nous parler donc de Fine Art Paris. Merci également Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on se retrouve nous tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeux Patrimoine, où nous allons décrypter ensemble les grandes évolutions qui vous concernent au sein du projet de loi de finances pour 2022, un décryptage que nous allons réaliser avec Vital Saint-Marc. Bonjour et bienvenue Vital Saint-Marc. Bonjour. Vous êtes associé chez RSM, expert comptable et commissaire aux comptes, spécialisé en fiscalité, ça tombe bien, pour la loi de finances 2022, et également ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris. Alors on va décrypter ensemble ce qui évolue dans ce projet, c'est actuellement à l'état de projet de loi de finances pour 2022. Juste avant, un mot peut-être sur le projet rectificatif de loi de finances pour 2021. Cette fois-ci, il y a des petites évolutions qui arrivent, et notamment en lien avec la flambée des prix de l'énergie. Ça, on a difficilement pu passer à côté. Notamment un chèque de 100 € qui va être envoyé à un certain nombre de Français. C'est ça. En fait, généralement, il y a plusieurs lois de finances dans l'année. Il y a la loi de finances, on va dire là pour l'année 2022, qui fixe le budget de l'État pour 2022. Et puis, il y a les mesures d'urgence qui naissent après la présentation du projet de loi de finances, sortent dans des lois de finances rectificatives. Et là, il y a une mesure d'urgence, c'est l'augmentation des prix de l'énergie. Et il y a une aide qui va être accordée par l'État à 38 millions de foyers, de 100 €. Pour ces 38 millions enfin, c'est même pas 30 millions de foyers, c'est 38 millions de personnes percevront 100 €, ce qui fait donc une dépense budgétaire de 3,8 milliards d'euros. Les personnes qui bénéficieraient de cette aide sont celles qui touchent une rémunération inférieure à 2 000 € net par mois. Donc ça, c'est les fameux chèques énergie dont on a entendu parler effectivement sur les différents plateaux de télévision. Il y a également une autre aide, toujours mesure d'urgence, mais cette fois-ci qui est plus adressée aux chômeurs. Aux chômeurs. Alors, c'est une aide qui sera accordée aux entreprises qui embaucheront en contrat de professionnalisation des chômeurs de longue durée âgés de moins de 30 ans. Donc ça, c'est pour 2021. Maintenant, on va regarder 2022, Vital Saint-Marc. Déjà, première question très générale avant de rentrer dans le détail. Est-ce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui change finalement dans cette loi de finances pour 2022, qu'il y a eu une grosse évolution en 2017 et qu'ensuite, maintenant, on déplie la stratégie sans la remettre en question ?
C'est exactement ça. En fait, il faut comprendre que la loi de finances, c'est l'émanation de la volonté de dépenses publiques et privées du gouvernement sur un plan à moyen terme et qui doit dépendre également du contexte économique dans lequel elle est prise. Une particularité, c'est qu'en 2017, oui, le gouvernement va annoncer qu'il y aurait une loi de finances importante en 2017 et ensuite des lois de finances qui ne seraient que des modifications, des ajustements. C'est toujours le cas avec cette loi de finances. Il faut noter quand même qu'elle s'inscrit dans un contexte économique toujours particulier. C'est un contexte de relance. C'est la poursuite du plan de relance voulu par le gouvernement après la crise de Covid, mais également dans un contexte d'amélioration des finances publiques, puisque l'année 2021 se terminera avec une croissance de l'ordre de 6%, qui est assez historique. Bien sûr, qui fait suite à une croissance négative de 7,9%. Bien sûr, oui, il y a un effet de base assez important. Mais il y a une augmentation, donc une amélioration des finances publiques. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que c'est également une loi de finances de fin de quinquennat. Et l'histoire très récente des quinquennats nous montre que ce sont rarement des lois de finances chamboule-tout. Oui, c'est rarement dans la dernière loi de finances avant une réélection qu'on fait passer des mesures fiscales, par exemple. Exactement. Vous l'avez dit, c'est un projet de loi de finances de relance. Il y a quoi ? Il y a 30 milliards d'euros investis dans 10 objectifs prioritaires et évidemment, en premier lieu, décarbonation et santé. Bon, c'est les deux grands sujets du moment, mais aussi transport. On va un petit peu vers les infrastructures également en France. Moi, je notais une chose, vous le disiez, donc il n'y a pas de grands changements fiscaux. Le taux de prélèvement obligatoire ne bouge pas, 43,5% du PIB. On reste au même niveau. Alors, déjà, le gouvernement a annoncé en 2017 qu'il y aurait une diminution des impositions des particuliers. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à une augmentation du barème de l'imposition sur le revenu. Le barème reste rigoureusement identique à celui de l'an dernier. Il y a simplement qu'une correction des tranches d'imposition. En lien avec l'inflation. En lien avec l'inflation qui sera de 1,4% cette année. Mais il y a quand même une baisse de l'imposition puisque une grande partie, 80% des particuliers ont bénéficié de l'exonération de la taxe d'habitation. Il restait 20% des familles les plus aisées qui ne bénéficiaient pas de cette diminution de la exonération de la taxe d'habitation. Pour l'année 2022, ils vont bénéficier d'une réduction de 65% quand même de la taxe d'habitation et d'une exonération totale à partir de l'année suivante. À partir de 2023, oui, ça c'était 30% en 2021, 65% en 2022 et exonération totale en 2023. C'est la petite baisse des impôts et des prélèvements obligatoires. C'est la petite baisse des impôts, effectivement. Donc effectivement, vous l'avez dit, pas de hausse d'impôt sur le revenu, juste effectivement on réactualise. Donc en fait, pour que les gens comprennent bien, c'est qu'on a des barèmes d'imposition, on augmente de 1,4% le barème en lien avec la hausse du coût du prix de la vie qu'on a pu constater sur l'année 2021. C'est ça, exactement. En revanche, en ce qui concerne le logement, là, il y a des petites évolutions. Il y a le prêt à taux zéro qui est prolongé, où il y a également une évolution sur MaPrimeRénov'. Donc on est toujours finalement dans l'aide à l'accession à l'habitation ou dans cette idée de ce combat du gouvernement contre les passoires énergétiques ou en tout cas de gérer au mieux l'énergie du logement. Exactement. Donc, en effet, le taux zéro est prolongé et MaPrimeRénov', c'est la subvention qui remplace ce qu'on appelait avant le crédit d'impôt de transition énergétique, le CITE, qui a une histoire assez mouvementée. Et cette PrimeRénov' est prorogée jusqu'en 2022 et étendue à un petit peu plus de personnes, puisqu'en fait, entre le CITE et MaPrimeRénov', on a vu une diminution des bénéficiaires qui était très importante, puisque MaPrimeRénov' est lié à un montant de revenus perçus par les particuliers, ce qui n'était pas le cas du CITE. Et là, ça veut dire qu'il y a moins de monde, moins de monde qui peut en bénéficier. Donc là, on élargit le nombre de gens qui peuvent en bénéficier. Exactement. Donc MaPrimeRénov' avec plus de personnes qui peuvent en bénéficier, donc normalement plus de travaux de rénovation à venir à partir de 2022, c'est comme ça qu'il faut l'envisager, en tout cas une incitation plus forte du gouvernement. C'est ça. Et le prêt à taux zéro qui est lui prolongé. Alors le prêt à taux zéro, on devait l'arrêter, on devait changer les conditions d'octroi du prêt, finalement rien ne change, il est prolongé jusqu'à 2023 lui. Exactement, il est prolongé jusqu'en 2023 de façon identique à ce qui existait auparavant. Un mot peut-être sur définition du prêt à taux zéro, alors on en a déjà parlé dans cette émission, mais c'est
c'est en fait, c'est un prêt qui est octroyé par une banque, mais qui est garanti par l'État, et c'est l'État qui paye les intérêts. C'est bien ça? C'est ça. Bon, et ensuite, effectivement, il y a toute cette, il y a un certain nombre de conditions à remplir, que ce soit géographique ou de revenus. Qu'est-ce que vous, ça c'est pour ce qui concerne directement le particulier. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre, Vital Saint-Marc, dans cette loi de finances, de grandes évolutions peut-être sur les entreprises? Il y a la fiscalité des entreprises qui évolue un petit peu également. Alors, on peut quand même rajouter une chose sur les particuliers, c'est qu'il y a MaPrimeRénov' qui est étendue, mais il y a également deux mesures. La première, c'est l'aide Censi-Bouvard qui est prorogée. C'est celle qui permet aux investisseurs d'investir dans des résidences, dans des EHPAD ou des résidences étudiantes. D'accord. Et puis il y a le Denormandie ancien. Le Denormandie ancien, c'est assez proche de MaPrimeRénov', puisque c'est une aide, enfin une réduction d'impôt qui permet aux personnes qui achètent, alors dans certaines communes, il y en a 222 en France, des immeubles à rénover, bénéficient d'un crédit d'impôt. Donc ça, c'est prorogé. Donc en fait, tout ce qui permet d'améliorer la performance énergétique d'un immeuble ou d'un appartement est prorogé pour le coup. Exactement. On peut dire également que pour les personnes physiques, également un maintien du crédit d'impôt pour les dépenses réalisées par les personnes à leur domicile, avec une sécurisation du dispositif. Oui. En fait, jusqu'à présent, le Conseil d'État avait dit qu'on ne pouvait bénéficier du crédit d'impôt que pour les dépenses qui étaient faites à domicile. Oui, c'est ça. Et maintenant, c'est à domicile ou à l'extérieur, dans la mesure où ça fait partie d'un lot de dépenses dont le centre et le domicile. On peut donner un exemple, c'est quoi? C'est la garde d'enfants qui est à l'extérieur du domicile, mais pour le coup, on considère que c'est quand même rattaché au domicile, donc en fait, on bénéficie du crédit d'impôt dans ce genre de situation. Exactement, ou le sport. Ou le sport, oui, tout simplement. Oui. Un coach qui nous fait courir. Voilà. Pour les entreprises, pour les entreprises, il y a plusieurs mesures. D'abord, une mesure, on va dire, qui peut paraître anecdotique pour beaucoup, c'est le fait de passer d'un régime dit forfaitaire à un régime réel d'imposition. Jusqu'à présent, il fallait opter en tout début d'année. Tout début d'année 2021, je devais opter pour pouvoir changer mon régime, passer à un régime normal, réel d'imposition. Maintenant, on va avoir la possibilité de choisir jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration. C'est-à-dire qu'au lieu d'opter au mois de février 2022 pour changer de régime, on pourra opter jusqu'au mois de mai 2023. D'accord ? Autre mesure, pour les gens qui cèdent les entreprises, il y a un dispositif qui est ancien, puisqu'il avait été pris dans le cadre du premier gouvernement de M. Sarkozy. C'est celui qui permet d'exonérer les plus-values de cession d'entreprises. Jusqu'à présent, il y avait une exonération totale lorsque la cession n'excédait pas 300 000 euros, une exonération partielle lorsque la cession était comprise entre 300 000 et 500 000 euros. D'accord. Maintenant, cette exonération totale est portée de 300 000 à 500 000 euros de prix de vente. On réajuste en fin de compte les taux. Et puis l'exonération partielle est portée de 500 000 euros de prix de vente à 1 million d'euros. Donc ça, c'est quand même un avantage relativement important. Relativement important. Et alors très rapidement, il nous reste quelques secondes sur les entreprises encore. Mais sur les entreprises, eh bien, il y a les personnes qui partent à la retraite. Donc une prorogation c'est un gros sujet actuellement. À la fois une prorogation du dispositif, soit d'exonération pour les entreprises individuelles, soit d'abattement pour ceux qui cèdent des entreprises, qui cèdent des parts sociales. C'est un abattement de 500 000 euros. Et puis, ces personnes-là devaient partir à la retraite dans les 24 mois de la cession. Pour l'année 2019, 2020, 2021, ils vont pouvoir partir dans les 36 mois. Merci beaucoup, Vital Saint-Marc, de vous être prêté à l'exercice de venir décrypter les évolutions à la marge finalement de cette loi de finances 2022. Mais évolutions quand même, il faut les avoir en tête. Je rappelle que vous êtes associé chez RSM, expert comptable et commissaire aux comptes spécialisé en fiscalité et ancien président du club fiscal de l'Ordre des experts comptables de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi à partir de 13h sur Bismart.